Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Podet, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Africains en question. Les Africains en question. Je suis journaliste. C'est les faits qui m'intéressent. En Afrique, des ressources naturelles. Et puis il y a des élections qui arrivent bientôt. En face, il y a une répression, il y a de la violence. C'est une situation difficile. Il faut une société civile vigilante. C'est le tout premier épisode en vidéo et pour cette première, nous avons l'honneur de recevoir une invitée de référence, Nyagale Bakayoko, politologue spécialiste des questions de paix et de sécurité sur le continent, présidente de l'African Security Sector Network. Son expertise sur les dynamiques de pouvoir, les enjeux sécuritaires et les mutations géopolitiques sur le continent en fait l'une des voix les plus écoutées des cercles africains et internationaux. Nyagale, merci d'être avec nous. On ne peut que commencer cette émission en évoquant l'Afrique de l'Ouest, un espace aujourd'hui central dans les recompositions géopolitiques sur le continent. Comment analysez-vous justement l'évolution actuelle sur cet espace géographique entre les régimes militaires, les escarmouches entre la CEDEAO et l'AES et également le rejet et le retrait de la France? Alors les escarmouches, vous êtes nuancés si vous considérez que le retrait des trois pays du Sahel central, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, peut être qualifié ainsi parce que je pense qu'il s'agit en réalité d'un véritable séisme par rapport à l'approche qui a été retenue au cours des 50 dernières années en Afrique de l'Ouest, qui était articulée d'une part autour de l'intégration économique, mais aussi beaucoup autour de la sécurité collective qu'il s'agissait de promouvoir à travers des valeurs démocratiques et libérales. Et à mon avis, ce à quoi l'on assiste, c'est peut-être à un retour au modèle initial de la CEDEAO qui, je le rappelle, se préoccupait uniquement des questions d'ordre économique. Ce n'est en réalité qu'à partir des années 90 que l'on a vu l'agenda paix et sécurité être ajouté aux prérogatives de l'organisation, et c'est à partir de là qu'il s'est agi de travailler de concert entre États membres pour promouvoir une vision de la paix et de la sécurité fondée sur l'inclusivité, la promotion des valeurs de paix et de démocratie. Les coups d'État qui sont survenus dans les trois pays du Sahel central, mais je le rappelle aussi en Guinée, sont en réalité dans une continuité historique. Si on regarde le temps long depuis les années 60, ce sont les régimes prétoriens qui ont été le plus souvent au pouvoir dans ces pays, ou, si on regarde la Guinée, les régimes autoritaires. Et si l'on est réaliste, on s'aperçoit que d'une structure qui était majoritairement démocratique il y a 10 à 15 ans, la CEDEAO est passée à une structure qui est majoritairement autoritaire, avec des régimes qui, s'ils peuvent se prévaloir d'avoir été désignés dans les urnes, n'en recourent pas moins à l'intimidation, à la restriction des libertés publiques et de l'espace civique et à l'instrumentalisation du pouvoir judiciaire. À mon sens, l'un des rares États qui reste tout à fait démocratique dans la zone et qui l'a démontré l'année dernière, c'est le Sénégal, mais n'oublions pas que le mouvement du PASTEF qui a été porté au pouvoir se réclame aussi d'une vision extrêmement conservatrice d'un point de vue sociétal, donc qui ne va pas forcément dans le sens des valeurs qui ont été promues par la CEDEAO. C'est pour ça que je pense que ce fameux modèle de l'AES, qu'on a beaucoup trop souvent réduit à une convergence entre juntes militaires, est appelé à durer parce que il a une vision de la sécurité qui est désormais fondée sur l'alliance et non pas sur la sécurité collective. C'est intéressant que vous parliez de l'AES pour conclure, justement parce que ma première question était relative à la tournée justement du président ghanéen John Dramani Mahama au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Quels étaient les intérêts de cette tournée?
Mais c'est précisément, à mon avis, d'acter l'existence qui est désormais incontestable de cette nouvelle organisation, donc de cette alliance des États du Sahel, qui, on l'oublie trop souvent, n'est en réalité pas totalement nouvelle. Cette alliance entre les trois pays du Sahel central se fonde, à mon avis, sur une idée très ancrée au sein des élites, voire des populations de ces pays, à savoir l'idée selon laquelle il existe un espace pertinent pour l'action entre les trois pays, espace qui se situe dans la région du Liptako-Gourma. J'en veux pour preuve que justement cette charte de l'AES porte le nom de Liptako-Gourma, mais qu'il existe aussi depuis 1970, donc depuis 55 ans, une autre organisation qui est l'Autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma. Et je rappelle que les régimes civils du Mali, du Niger, du Burkina Faso avaient en 2014 formulé un projet à vocation sécuritaire qui visait à mettre sur pied une force de 3000 hommes qui aurait été adossée précisément à cette autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma qui a son siège à Ouagadougou. Et je pense que c'est dans la continuité de ce projet que s'inscrit aujourd'hui l'AES. Ok, on avait l'impression justement que la tournée de Jean Dramani Mahama amenait vers un dégel. On avait l'impression que il était commissionné par la CEDEAO pour tenter de résoudre ou de mettre sur pied un dialogue. Et là, vous dites l'inverse aujourd'hui. Ah, je ne trouve pas que je dis l'inverse, pardon, si je me suis mal exprimée, pas du tout. Il se déplace pour acter la reconnaissance de cette organisation. Non, je ne sais pas ce qui a pu vous laisser penser que je disais l'inverse. Non, il se déplace au contraire pour reconnaître l'existence désormais incontestée de cette AES. Et cela est d'autant moins difficile que ce qui caractérise l'intégration régionale ouest-africaine a toujours été l'embouteillage institutionnel. Il y a pléthore d'organisations, qu'il s'agisse du Conseil de l'Entente, des organisations à vocation fonctionnelle, comme l'Union du fleuve Mano, l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, que ce soit le défunt G5 Sahel d'ailleurs, qui est le seul à ne pas avoir résisté, mais la multi-appartenance n'est absolument pas problématique aux yeux des États africains, ce qui rend d'ailleurs, à mon avis, compliqué le fonctionnement de ces organisations, parce que, y compris en termes de financement de ces institutions, c'est évidemment difficile pour les États de satisfaire à toutes les exigences portées par cette appartenance, mais vraiment, la façon dont le G5 Sahel existe aujourd'hui dans la sous-région et s'affirme n'est à mon avis pas incompatible avec la survivance du cadre CEDEAO. On parle beaucoup des velléités d'adhésion de certains pays comme notamment le Togo. Pour moi, cette adhésion à l'AES se fera, mais cela ne signifie absolument pas que le Togo quittera la CEDEAO. Ça sera sans doute un moyen de faire un pont aussi entre les deux organisations, et le Togo la quittera d'autant moins que le père de Faure Gnassingbé Eyadema, est le père fondateur de cette organisation qui d'ailleurs à l'époque a été fondée uniquement par des régimes militaires, donc il convient de garder cela à l'esprit. Merci beaucoup. Vous avez parlé de multi-appartenance dans votre élocution. Ça me fait également penser au retrait de ces trois États de l'Organisation internationale de la francophonie. Quel est votre regard sur ces sorties ? Cette sortie, pour moi, s'inscrit dans un plan extrêmement logique, extrêmement pensé, extrêmement bien articulé, qui a commencé en réalité avec le retrait de ce fameux G5 Sahel, qui a été initié par le Mali, qui s'est poursuivi par la demande pressante de retrait qui a été adressée non seulement aux forces françaises, mais aussi, on en parle moins souvent, à la MINUSMA, la mission des Nations Unies. Et pour moi, elle participe de cette remise en cause
très argumenté juridiquement des cadres, notamment d'appartenance multilatéraux. On voit très bien aujourd'hui que la contestation, là aussi, des visions portées par ces organisations multilatérales est au cœur de ce qui est avancé. Et en ce qui concerne plus précisément la francophonie, il faut rappeler que la déclaration de Bamako, qui est relative aux pratiques de la démocratie et de l'état de droit dans l'espace francophone, comporte notamment un article qui condamne les accessions anticonstitutionnelles au pouvoir, dont les coups d'État, mais que l'organisation a essayé d'aménager récemment pour réintégrer la Guinée au sein des instances. Les 3 pays du Sahel central estiment ne pas avoir pu bénéficier de ces clauses nouvelles et c'est donc ce qui explique leur retrait. Mais que cela signifie concrètement de sortir de la francophonie pour les populations ou également pour la langue française? Est-ce que cela pourrait être une sorte de séisme pour la francophonie? Alors, pour la langue française en tant que telle, je ne le pense pas, parce que la langue française fait aussi partie de l'héritage de ces pays. J'entends souvent la Russie, le Mali va se mettre à parler russe. Bien entendu que non. Mais ça interroge justement sur la façon dont le projet francophone en tant que tel a été promu. Je vous parlais tout à l'heure du possible recentrage de la CEDEAO sur des questions économique, avec un abandon de l'agenda démocratico-libéral, notamment en matière sécuritaire. Oui. Peut-être que la francophonie est aujourd'hui confrontée à ce type de dilemme. Doit-elle continuer à exister à travers la seule promotion de la langue française, ou peut-elle continuer à promouvoir des valeurs, des pratiques et des modèles politiques, démocratiques et libéraux? C'est une vraie question aujourd'hui. Ok, pensez-vous que ce type de sortie peut se réitérer dans le futur avec d'autres acteurs géopolitiques comme au Sénégal ou en RDC par exemple? On est dans une phase de profonde crise du multilatéralisme à l'échelle internationale. On le constate tous les jours. On a beaucoup parlé du Brexit, d'ailleurs la sortie des États du Sahel, des différentes organisations internationales, est souvent qualifiée de Sahel exit. Il est évident que les autres États regardent ce qui se produit, et un grand risque, à mon avis, aujourd'hui, pour la francophonie, c'est sans doute ce qui se passe en Afrique centrale, avec l'affrontement entre la RDC et le Rwanda. La RDC, je le rappelle, un premier pays locuteur francophone dans le monde, et il n'est pas exclu que l'appartenance à la francophonie puisse être mise aussi dans la balance en ce qui concerne les dynamiques conflictuelles locales et le rôle des partenaires internationaux. Merci beaucoup. On va revenir sur les RDC, mais on va se pencher également sur étant donné qu'on évoque la francophonie, c'est aussi le cas de parler de la politique étrangère française, en Afrique plus largement. Peut-on aujourd'hui dresser un bilan lucide de la politique africaine d'Emmanuel Macron? Et quels ont été les points de rupture? Parce qu'il avait annoncé justement, lorsqu'il avait été élu, que la France-Afrique était morte, elle était terminée. D'accord, bon ça je pense qu'on en a parlé à l'envi, on sait qu'en effet il a annoncé que chaque président français l'a annoncé. Pour moi, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à retenir. À mon avis, le plus important, c'est de constater que la France n'a pas vu ce qui était en train de se produire sur le continent africain. Et pour moi, la façon dont elle l'est poussée dehors de manière extrêmement virulente depuis 5 ou 6 ans maintenant est une véritable surprise stratégique parce que l'on n'a pas voulu regarder les bons indicateurs. Donc, pour faire référence à la déclaration que vous citez, oui, en continuant à se focaliser sur des concepts qui sont anciens et qui, par ailleurs, à mon avis, scientifiquement, sont contestables,
c'est-à-dire cette fameuse France-Afrique, on n'a pas vu que ce n'était pas justement depuis ces réseaux extrêmement imbriqués politiquement entre les élites françaises et africaines que venait la contestation, mais au contraire qu'elle venait des rues, parce que le mouvement de souverainisme qui est aujourd'hui porté par un certain nombre d'États, on pense évidemment aux États du Sahel, mais le Sénégal, dont les autorités sont parfaitement démocratiquement parvenue au pouvoir, elle aussi affiche ce discours d'indépendance, de volonté d'autonomie totale vis-à-vis de la France. Et c'est un mouvement qui est parti des rues. C'est un mouvement ultra-patriote, ultranationaliste qui revendique le retour à des valeurs africaines et qui rejette en conséquence, en effet, la politique française, qui a été l'objet de très nombreux errements, notamment dans la gestion militaire, mais aussi civile, de la crise au Sahel, mais qui plus largement renvoie à un rejet de la posture des partenaires internationaux. Il est par exemple très intéressant aujourd'hui de voir que les compagnies minières canadiennes ou australiennes sont en conflit avec l'État malien, et que le Niger s'attaque aussi aujourd'hui aux compagnies pétrolières chinoises. Donc on voit bien que le mouvement est plus large, il n'en reste pas moins, que la France, ayant cherché à se positionner comme l'acteur central parmi les partenaires internationaux, ayant commis de très graves erreurs d'appréciation du contexte aussi bien politique que sécuritaire, se trouve la première à faire les frais de ce vent d'indépendance qui souffle sur le continent africain. Lorsqu'on évoque la France au Sahel, la France en Afrique, on parle beaucoup de deux concepts ou de deux notions, le sentiment anti-français, mais également les ingérences russes. Et à Paris, ici, on évoque le fait que le sentiment anti-français serait notamment exacerbé par des ingérences et des manipulations russes. Quel est votre regard là-dessus? Pensez-vous que c'est un sentiment qui est profond, sincère, ou qu'il est plutôt manipulé de l'extérieur? Alors moi, je suis très étonnée qu'on continue à employer cette expression de sentiment anti-français, parce que tout le monde, tous les analystes, se sont acharnés à expliquer qu'il n'y avait pas de sentiment anti-français, mais un rejet de la politique africaine de la France. Ce sont les élites françaises et la façon dont elles ont conçu les politiques publiques à destination du continent qui sont massivement rejetées. En revanche, on ne se trouve pas aujourd'hui du tout dans la situation qui prévalait au début des années 2000, en Côte d'Ivoire par exemple, où les Français en tant qu'individus, de par leur appartenance nationale, de par leur citoyenneté, étaient même menacés physiquement. On n'est absolument pas dans cette configuration-là. Donc moi, une fois de plus, je pense qu'il faut cesser d'utiliser ce terme de sentiment anti-français. Par ailleurs, en ce qui concerne le rôle de la Russie, là aussi, il paraît évident, et de très nombreuses analyses l'ont très bien mis en relief, que la Russie a joué un rôle opportuniste. La Russie a su comprendre justement quel était le contexte dans lequel elle décidait de revenir en Afrique, parce que ce n'est pas une arrivée, c'est un retour. En tout cas, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, le cas de la RSA est évidemment différent. Le mouvement populaire ultra-souverainiste dont je vous parlais tout à l'heure a bien été antérieur au retour de la Russie dans la région, qui date de 2021. Il y avait des signaux très clair de ce rejet de la France, de ce rejet plus largement des partenaires que je qualifiais à l'époque de transatlantiques, même si cette expression devient de plus en plus compliquée à utiliser étant donné le mouvement de rupture que l'on constate aussi entre les États-Unis et l'Europe. Mais en tout cas, non, ce n'est pas la Russie qui a créé ce ressentiment contre la France et plus largement contre les partenaires européens, et je pense qu'il est extrêmement important de le reconnaître, de sortir de cette idée-là, parce que il revient à considérer que les Africains sont forcément des jouets, sont forcément des marionnettes aux mains de puissances extérieures. Donc, tout comme je récuse le terme de France-Afrique, je récuse aussi le terme de Russe-Afrique. Les Africains sont des adultes
qui initie les mouvements qui, après, bien entendu, peuvent être exploités par d'autres partenaires extérieurs. Merci beaucoup. Et en parlant de partenaires extérieurs, on pourrait aussi parler du retour de Donald Trump à la tête des États-Unis. Et quel message de ce retour envoie-t-il aux Africains, selon vous? Alors, tout d'abord, il faut savoir que Donald Trump n'a aucun intérêt pour l'Afrique, voire qu'il a un mépris affiché pour le continent. Il faut également se souvenir qu'aucun président américain, à l'exception de Bill Clinton, n'a eu d'intérêt pour l'Afrique. L'Afrique figure toujours au dernier rang des priorités stratégiques américaines. Barack Obama, pourtant dont le père était originaire du continent, n'a marqué aucun intérêt pour celui-ci. Il a fait une vague visite, mais on ne peut pas analyser la politique d'Obama en Afrique comme ayant particulièrement contribué à accroître les échanges, quels qu'ils soient. Pour ce qui concerne Donald Trump, il y a cependant plusieurs éléments, à mon avis, qui vont être intéressants. Bon, il y a évidemment cette fameuse politique douanière qu'il essaie de mettre en place avec absolument tous les partenaires du monde. La politique de Bill Clinton, dont je parle, avait eu notamment comme fer de lance la fameuse loi sur la croissance et les opportunités qui favorisait tarifairement les pays africains. Donc évidemment, ce ne sont certainement pas des options qui vont être poursuivies par Donald Trump. Mais deux autres éléments qui sont, à mon avis, majeurs. D'abord, l'Afrique du Sud. Le positionnement de l'administration actuelle américaine vis-à-vis de l'Afrique du Sud relève de l'idéologie. Il faut se rendre compte que Elon Musk, mais au-delà de lui, Peter Thiel ou David Sachs, qui sont en réalité les vrais doctrinaires d'une partie du Trumpisme, viennent tous d'Afrique du Sud. Ce sont des personnes qui ont grandi, des blancs qui ont évolué dans ce système d'apartheid et qui, à mon avis, en ont hérité une vision suprématiste du monde et des rapports entre les différentes composantes de l'humanité. Et cela explique pour moi la virulence actuelle de l'administration contre l'Afrique du Sud. L'ambassadeur sud-africain a été expulsé, mais les échanges extrêmement tendus ont commencé bien avant. On a peu parlé du G20, mais il a été boycotté par les États-Unis. Donc ça, c'est extrêmement important de le dire. Et je pense qu'il y a une revanche de l'apartheid sur la scène internationale qu'il va falloir suivre de manière extrêmement fine. Autre élément, à mon avis, qui va être fondamental dans la politique de Donald Trump, ça va être l'élément religieux. Les courants évangéliques sont extrêmement nombreux et influents sur le continent africain et ils répondent aux visions religieuses d'une partie de la base MAGA. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour regarder l'enthousiasme qu'a provoqué la bénédiction par un révérend noir du premier conseil des ministres tenu par Donald Trump, notamment en Afrique centrale, où l'on voit écrit « Voilà le type de gouvernance dont on a besoin, une gouvernance en lien avec Dieu ». Et je pense que d'une manière générale, l'Afrique, et plus particulièrement la France, avec sa tradition très laïque, n'a pas suffisamment prêté attention à tous ces courants religieux qui structurent fondamentalement la politique étrangère de très nombreux États. C'est vraiment très intéressant. Et l'un des autres points aussi concernant l'exercice du pouvoir de Donald Trump était la suspension de l'aide américaine, notamment de l'USAID. Et pensez-vous qu'une rupture avec le modèle occidental de l'aide est-elle envisageable, une rupture durable sur le continent? Alors, cette question de l'aide, ce que je trouve très intéressant, puisque vous la posez à propos du continent, c'est que le rejet précisément de ce type d'aide a commencé sur le continent africain lui-même. Ça fait un moment que l'on voit certains États, de nouveau les États du Sahel, dire qu'ils ne veulent plus recevoir d'assistance en matière de développement qu'ils considèrent comme une ingérence insupportable, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue sociétal,
Il est intéressant d'ailleurs de voir que Elon Musk lui-même a retweeté les déclarations du gouvernement du Mali en disant bah oui, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, ça fait des années que l'on rejette ce modèle d'aide. Donc la question de l'USAID pose plus fondamentalement celle de la façon dont la solidarité internationale va continuer ou non à être pensée de la même façon, parce que au-delà de cette spectaculaire fermeture de l'USAID avec suspension immédiate de tous les programmes, si l'on regarde ce qui s'est produit en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, il y a déjà 1 an ou 2 que l'aide internationale a commencé à se contracter, et une fois encore, que l'on voit non pas seulement les gouvernements, mais aussi des populations bénéficiaires, supposément, ou certaines organisations non gouvernementales africaines dire « mais nous, on ne voit pas les bénéfices de ce type d'aide. C'est une aide qui est définie depuis l'extérieur, qui ne correspond absolument pas à nos besoins, donc en fait, on n'en veut pas puisqu'elle ne nous rapporte pas ce qu'on en attend. » Mais pensez-vous qu'il y a eu des conséquences quand même assez directes et violentes de cette suspension de l'aide? Alors moi, je ne suis pas une spécialiste. Je pense qu'il est extrêmement important de faire une différence entre les programmes de développement qui ont des objectifs beaucoup plus de long terme, beaucoup plus structurels, et les programmes humanitaires d'urgence. Certains programmes d'urgence ont été touchés, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme, mais encore une fois, cela pose la question du modèle des organisations comme Médecins sans frontières, qui sont à plus de 90% autofinancées sans intervention des pouvoirs publics, sont peut-être le modèle à suivre pour l'avenir. En tout cas, ce qui est évident, c'est que il y a sans doute une nécessité de découpler financement de l'action humanitaire d'urgence et financement du développement. Les acteurs humanitaires, même s'ils ont beaucoup de difficultés à continuer à intervenir, notamment en raison des restrictions de l'espace civique imposées par les États, restent quand même des organisations considérées comme signifiantes, comme indispensables parfois par les populations elles-mêmes. Merci beaucoup Niagali. En parlant de l'aide humanitaire, on va tourner notre regard vers la République démocratique du Congo, qui a justement un poumon humanitaire, l'un des plus grands poumons humanitaires mondiaux, et qui abrite la plus importante mission de maintien de paix des Nations Unies. Et il y a beaucoup de choses que l'on dit sur la République démocratique du Congo en ce moment, avec l'avancée notamment du M23. L'Angola s'est retiré des médiations, le Qatar est un acteur aujourd'hui discret. Je pense qu'on pourrait revenir sur les facteurs historiques, même si ça pourrait être assez long, mais de façon succincte sur les facteurs historiques et politiques à l'origine de ce conflit dans l'est de la RDC, parce que beaucoup en parlent, mais on a l'impression de se perdre en fait. Alors, en effet, c'est un volet absolument essentiel et qui, à mon avis, est une excellente clé d'entrée pour comprendre ce qui se passe, parce que finalement, on constate que les acteurs sont plus ou moins les mêmes, voire tout simplement les héritiers, voire les descendants directs des protagonistes que l'on voit aujourd'hui sur le devant de la scène. Donc le conflit dans l'Est de la RDC a pour origine le génocide de 1994 qui s'est produit au Rwanda, avec la fuite dans l'Est de la RDC des anciens Hutus génocidaires qui se sont réfugiés après la prise de pouvoir par Paul Kagame du FPR, qui a mis fin au génocide. Je rappelle quand même entre 800 000 et plus d'1 million de morts, qui s'est produit pendant 3 mois contre les populations Tutsis et les Hutus modérés. Autre cause du conflit actuel, c'est aussi la vision historique que le Rwanda porte de son positionnement géographique et politique. Il y a
chez Paul Kagame une référence à l'ancienne royauté Nyanza dans la région et à la figure du roi Nandi qui est extrêmement prégnante et qui considère que les populations notamment rwandophones de l'Est de la RDC, qui n'ont rien à voir avec les émigrés dont je parlais tout à l'heure, font partie du grand Rwanda. Il y a aussi, bien entendu, des logiques sous-régionales. On voit le lien avec le Burundi, qui est aujourd'hui en conflit également avec le Rwanda et donc plus proche de la RDC. Et cela renvoie aux relations extrêmement compliquées entre les minorités et majorités Hutu et Tutsi des deux pays. Il y a le rôle des puissances régionales. On se souvient que à l'époque, Paul Kagame a été particulièrement soutenu par l'Ouganda de Yoweri Museveni dans sa conquête du pouvoir, et le père de Joseph Kabila, le précédent président de la RDC, donc Laurent Désiré Kabila, était aussi membre de cette fameuse coalition qui a porté au pouvoir le FPR. Donc aujourd'hui, les accusations que l'on voit en provenance de la tête de l'État de RDC, concernant les accointances de Joseph Kabila avec le Rwanda, proviennent de cette époque. Il y a aussi, et à mon avis on réduit trop souvent ce conflit à cette question-là, la question des ressources bien sûr, qui sont exploitées par le Rwanda, qui devient premier exportateur de ressources qui ne sont pas présentes sur le territoire du pays. Enfin, vous mentionnez la MONUSCO, il faut se souvenir que la MONUSCO a pour ancêtre la fameuse MONUC qui a été établie il y a maintenant plus de 25 ans et qui peine à contenir cette insécurité. Mais pourquoi justement elle peine à contenir cette insécurité ? Parce qu'il y a un problème avec le modèle même des opérations de maintien de la paix qui est largement en crise, voire qui, à mon avis, connaît ces derniers moments. D'abord parce que on a une approche qui s'évolue de plus en plus intégrée, de plus en plus multidimensionnelle. J'emploie ces deux adjectifs à dessein parce que les deux termes font partie des acronymes, des noms des missions elles-mêmes. C'est le cas de la mission au Mali, le cas de la mission en RCA. Et la MONUC initiale a été transformée en MONUSCO pour élargir le périmètre de ces missions qui n'ont plus uniquement eu une vocation militaire d'interposition, mais qui ont cherché à intervenir dans de très nombreuses sphères, que ce soit les élections, que ce soit les questions de genre, que ce soit la promotion de programmes de développement, etc. Donc ils sont devenus des énormes machines institutionnelles difficiles à gérer d'un point de vue bureaucratique. Il y a aussi sur le fond, je pense, la difficulté de ces missions à véritablement agir en prenant en considération les dynamiques locales. C'est vrai d'ailleurs de la plupart des interventions internationales. Ce n'est pas seulement le fait des acteurs onusiens ou multilatéraux. On a eu des approches à l'évidence beaucoup trop standardisées qui ont cherché à appliquer les mêmes modèles d'intervention en tout lieu et en tout temps, et je pense que ça explique beaucoup l'échec actuel. Et on parle aussi de l'action aussi de l'Occident, des acteurs occidentaux, notamment la Belgique, la France et les États-Unis. Et quel est votre regard sur leur présence? Est-ce que ce n'est pas surdéterminé? Est-ce que les Occidentaux ont une influence encore réelle sur le conflit? Alors, comme vous l'aurez compris, je n'aime pas du tout cette expression d'acteurs occidentaux. On le voit très bien, c'est une catégorie qui ne renvoie absolument pas aux dynamiques internationales actuelles. Donc moi, je n'aime pas utiliser ce terme. Par ailleurs, les cas de ces différents partenaires que vous citez sont extrêmement différents. Évidemment, la Belgique est l'ancienne puissance coloniale. Donc son statut n'est absolument pas le même que celui des États-Unis. Les États-Unis ne sont présents que de manière assez marginale dans la zone. Vraiment, ils ont une influence bien moindre que celle de la Belgique ou de la France. Donc ça, c'est très important.
Donc la Belgique et la France sont beaucoup plus influents, bien entendu, que les États-Unis, mais il me paraît évident que non, ils ne maîtrisent absolument pas les dynamiques de ce conflit. On voit très bien que ce conflit échappe, comme tous les autres d'ailleurs, à tous les intervenants internationaux. Si j'aimerais apporter quelque chose à l'analyse, c'est de changer ce regard, cette idée que ce sont toujours les acteurs extérieurs qui activent, qui sont à l'origine des dynamiques conflictuelles en Afrique. C'est totalement faux et surtout, je trouve que c'est extrêmement insultant pour les Africains de voir les choses de cette façon. Un conflit justement qui semble être sans fin, à l'image du conflit au Proche-Orient entre l'État palestinien et justement l'État d'Israël. Et quel est votre regard sur l'avenir de ce conflit en RDC ? Moi, je suis heureuse que vous fassiez ce lien avec ce qui se passe au Proche-Orient. Et je dirais même avec ce qui se passe quelque part en Ukraine aussi ou au Sahel, on voit qu'il y a des problématiques qui historiquement n'ont jamais été résolues dans tous les cas que vous citez, des dynamiques qui sont en réalité extrêmement territoriales. Il y a un combat acharné pour le contrôle de portions du territoire dans tous les cas que l'on vient de citer, et à mon avis, trop souvent, on a minimisé ce rôle de la géographie dans les dynamiques conflictuelles. On voit qu'il y a un retour en force assumé de ces questions-là, et malheureusement, je pense qu'il est très difficile de guérir l'histoire, et l'on voit très bien que les solutions pour justement apporter un soulagement à tous les maux qui sont véhiculés par ces crises n'ont pas été en mesure d'apporter des solutions durables. D'abord parce que très souvent elles ont été promues, une fois encore, par des acteurs extérieurs, mais aussi parce que les acteurs locaux jouent énormément sur les normes, les standards et les non-dits que chacun connaît, mais qui provoquent en effet la réactivation de haines ancestrales qui sont sans cesse ravivées par les massacres qui sont commis de manière plus récente. Donc non, je n'ai absolument, malheureusement, aucun optimisme quant à l'issue de ce conflit. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui pourrait avoir une vision plus optimiste que la mienne. Et plus largement, concernant ce conflit, une dernière question. Pensez-vous que ça peut s'étendre à d'autres régions du continent ou des États frontaliers à la RDC? Ben, c'est le risque que l'on voit aujourd'hui. Je mentionnais le Burundi, je mentionnais l'Ouganda. N'oublions pas la RCA, il y a déjà eu suffisamment de dynamiques dramatiques. On se souvient de l'époque où Jean-Pierre Bemba avait été présent de l'autre côté du fleuve. Donc oui, bien sûr qu'il y a des risques, avec en plus une marginalisation des intervenants internationaux. On voit très bien que l'Afrique du Sud n'a pas plus réussi que d'autres. Donc oui, il y a des risques d'affrontements régionaux, et je pense que plus largement sur le continent africain, il faut se pencher sur ces risques de résurgence de conflits plus ouvertement interétatiques. Il y a des tensions aussi en Afrique de l'Ouest dont on a parlé, dont il n'est pas exclu, à mon avis, qu'elles dégénèrent à l'horizon des 4 ou 5 prochaines années. Ça ramène justement à la question de l'incapacité ou la faiblesse des organisations sous-régionales et multirégionales et multilatérales, et régionales comme l'Union africaine. On peut dire que l'UE a échoué en RDC comme elle a échoué au Sahel. Bien sûr, la crise internationale du multilatéralisme se répercute, ou plus exactement existe aussi en Afrique. J'ai employé un terme impropre puisqu'elle ne se répercute pas. On constate une crise localement de tous les modèles multilatéraux. Et je pense que ce n'est pas un hasard, parce que quelle est la faiblesse fondamentale et structurelle de ces organisations? C'est qu'elles ont toutes trahi les principes qu'elles ont été précisément créées pour porter. Or, un principe, ça n'est pas négociable, ce n'est pas comme un intérêt, ce n'est pas quelque chose de plastique, c'est quelque chose qui doit rester intangible. Quand les promoteurs des principes eux-mêmes en viennent à agir de manière contraire
à ces normes, eh ben, on rentre dans la crise que l'on voit aujourd'hui. Merci beaucoup Niagalé. Pour conclure cet entretien riche, une dernière question plus large. Comment voyez-vous, appréhendez-vous le futur du continent avec toutes ces crises, cette turbulence? Alors les crises et les turbulences malheureusement ne sont pas nouvelles en Afrique. Il y a des conflits qui perdurent, on a parlé de la RDC, il y en a des nouveaux qui apparaissent, mais il y en a qui se règlent aussi. On a vu ce qui s'était passé dans la région du fleuve Mano dans les années 90, voire en Côte d'Ivoire, il y a eu une fin de ces conflits. Ça ne veut pas dire que rien ne se produira plus jamais, mais quand même, il y a des conflits plus anciens comme la Namibie aussi, qui ont pu être résolus. Si on parle de l'Angola aussi, mais il est certain que la conflictualité fait malheureusement partie des réalités du continent. On pourrait parler, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais de tout ce qui se produit dans la Corne et l'Afrique de l'Ouest. Vous avez quand même l'Éthiopie, 650 000 morts. Donc Oui, personne ne parle, personne ne parle. Il y a aussi le Soudan, là heureusement dont on parle davantage, mais il y a aussi toutes les dynamiques de scission des États qu'on voit uniquement en Afrique de l'Est, avec 3 nouveaux États quand même qui ont été créés au cours des 30 dernières années, c'est quand même beaucoup, avec des partitions. Donc oui, en effet, la conflictualité, la violence font partie de l'histoire de ce continent, mais il y a aussi des dynamiques plus positives. Je pense qu'on est face à un continent qui est aussi, dans certaines de ses parties, en train de voir émerger une classe moyenne, ce qui se fait à bas bruit, et c'est peut-être ça qui pourra être un moteur de stabilisation. Mais pour ce qui concerne les dynamiques politiques et sécuritaires, je pense que malheureusement, elles vont continuer à s'affirmer, et d'un point de vue politique, c'est l'autoritarisme qui devient la norme de gouvernance sur le continent africain. C'est une conclusion qui est assez pessimiste malheureusement, et nous te remercions Niagalé pour ta présence. Ce fut un entretien vraiment très riche et extrêmement captivant et intéressant, et nous remercions également tous les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'avoir suivi les Afriques en question. Merci.